9 janvier 2024 reçoit comme annoncé le professeur David Dossey. Il est professeur agrégé de chirurgie viscérale, mais très engagé dans la défense des droits de l'homme et dans la tenance politique au Togo et en Afrique. Depuis plus de 10 ans, son engagement au Togo et sur le continent est remarquable. Lauréat du prix mondial des défenseurs des droits de l'homme du département d'État américain le 1er février 2023. Il est depuis le 3 août de la même année coordonnateur du JMC, le grand mouvement citoyen pour la refondation, regroupement auquel appartiennent des OSC, des partis politiques. Ce regroupement se dit être dénudé de toute alliance électorale, mais compte œuvrer pour le changement au Togo. Les élections législatives et régionales sont annoncées au plus tard le 31 mars de cette année. Quelle est la situation au niveau du JMC? Les travaux du CPC ont largement évoqué les contours de ce double scrutin. On parle là des incendies, des marchés, le cas d'Aguiasié, sans oublier l'assurance maladie universelle effective depuis 9 jours déjà au Togo. Les contours de cet ami, comme notre invité, praticien de la santé. On parle également sur le continent, on l'a appris hier, la libération du fils de Mohamed Bazoum, détenu avec ses parents depuis le 26 juillet, date du putsch au Niger, fruit de la médiation togolaise et sierra-léonaise. On évoquera également les élections présidentielles au Sénégal avec Ousmane Sonko qui est mis en touche. Quel mode de manœuvre dispose-t-il encore pour revenir dans ce scrutin? Tous les regards sont tournés vers le 20 janvier, date de la publication de la liste définitive. Et deux sujets également seront menus de cet entretien avec le praticien de la santé qui est avec nous pour ce temps. Professeur David Dossey, bonjour. Bonjour Gildas. Je profite de votre antenne pour présenter mes vœux les meilleurs à tous les Togolais, qu'ils soient ici au Togo ou qu'ils soient dans la diaspora. Merci également à tous ceux qui ne sont pas Togolais et qui vivent sur le territoire national. Vous-même, comment vous vous sentez parce qu'entre-temps, vous disiez que vous ne vous portez pas bien. Oui, tout à fait. Effectivement, quelques ennuis physiques, mais progressivement, je puis dire que mon état s'améliore. Merci. Ok. On l'a appris hier, l'information est là. Le fils de Mohamed Bazoum a bénéficié d'une liberté provisoire par le tribunal militaire de son pays. Lui et ses parents détenus depuis le 26 juillet au palais présidentiel suite au push des hommes du général Tiani. D'abord, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Je crois que c'est une bonne nouvelle. Si on considère que le fils Bazoum n'a pas joué un rôle politique majeur, on comprend difficilement qu'il soit incarcéré au motif que son père a été renversé par un putsch. Je pense que cela ne constitue pas un motif suffisant pour maintenir en détention quelqu'un. Mon père peut être un dictateur, je ne suis pas un dictateur. Donc ce qui concerne mon père ne me concerne pas forcément. Voilà. Salem Mohamed Bazoum, le fils du président déchu, mais la médiation togolaise a tellement œuvré dans cette liberté provisoire. En l'occurrence, les actions du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Une chose est certaine, c'est que le Togo joue un rôle majeur dans les crises au sein de ces pays où il y a eu des putsch. Je veux citer le Niger, je veux citer le Burkina, je veux citer le Mali. Et c'est toujours une bonne chose d'aider ses voisins à sortir des écueils. Mais cela, bien sûr, suppose également qu'on fasse autant d'efforts, voire plus d'efforts pour permettre à ce que la situation au sein de son propre pays puisse s'améliorer, faire en sorte que les prisonniers qui sont détenus de façon totalement arbitraire, comme ce fut le cas du fils Bazoum, que les prisonniers qui sont détenus de façon totalement arbitraire au Togo également puissent bénéficier des largesses et puissent bénéficier des efforts du chef de l'État togolais. On aurait appris même que le fils de Bazoum, Salem, serait même en route pour la capitale togolaise. Et on se rappelle que lors du dernier sommet de la CEDEAO, l'institution sous-régionale a désigné le président togolais, sierra-léonais et même béninois pour faire cette médiation. Et aujourd'hui, on voit les fruits avec la libération provisoire accordée à Salem Mohamed Bazoum, le fils du président déchu Mohamed Bazoum. Mais globalement, cette crise, que ce soit au Niger, au Burkina Faso,
même au Mali. Comment vous voyez l'intervention de la diplomatie togolaise dans la résolution de toutes ces crises post-coup d'État? Bon, une chose est certaine, ces crises sont survenues suite à des situations extrêmement difficiles dans ces pays. Des situations qui démontrent qu'il y a une véritable érosion démocratique en Afrique de l'Ouest. Et malheureusement, cette érosion démocratique n'existe pas seulement dans ces pays où il y a eu des putschs. Donc l'Afrique de l'Ouest globalement, et je crois que c'est le constat de tous les observateurs, l'Afrique de l'Ouest globalement est en train de connaître un vrai recul démocratique après l'espoir né des années 90. Après les années 90, la chute du mur de Berlin, le bloc de l'Est qui a éclaté, le vent de la démocratie qui a soufflé, donc ce vent a également soufflé en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, avec la naissance des partis multiples, le multipartisme je veux dire, la liberté de presse, donc les radios privées comme la vôtre, et donc l'espoir d'une véritable embellie démocratique en Afrique de l'Ouest a malheureusement disparu, avec des pratiques mises en place par certains chefs d'État, qui ont fait qu'il y a eu une véritable désillusion. Et cela conduit donc à ce que dans certains pays, les militaires décident de reprendre le pouvoir pour remettre les choses en ordre. Et donc cela explique la survenue de ces putschs. Bon, alors que certains pays comme le Togo fassent des médiations, des efforts pour aider au retour de l'ordre constitutionnel, c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut ici commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut traiter la cause et non pas traiter les conséquences. Donc la cause, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour remettre la démocratie en selle au Togo, dans tous les pays, au Sénégal, on a parlé de Sonko, je vous ai on va en parler. Il faut soutenir la démocratie. Mais entre-temps, pour certains, c'est la non-limitation de mandat qui serait la cause de ces récurrents putschs, mais on voit que au Niger, c'est pas le cas. Vous êtes champion, vous avez sillonné quelques pays de la sous-région pour appeler les présidents à respecter la Constitution. Mais aujourd'hui, on voit que ces hommes entris dépassent un peu cette affaire de limitation de mandat et on parle de la mauvaise gouvernance et autres. Aujourd'hui, pourquoi dans le pays où on a des élections, les présidents sont élus, intégrés démocratiquement, ici sont renversés quelques jours après? Voilà, donc je pense qu'on est tous d'accord quand je dis que c'est le recul de la démocratie qui est généralement à la base de ces situations chaotiques. Vous savez, lorsque nous prenons la limitation des mandats, nous sommes conscients du fait que limiter les mandats n'est pas synonyme de démocratie. La démocratie, c'est un long processus et ça englobe encore beaucoup plus de choses que la limitation des mandats. Mais pour nous, la limitation des mandats, c'est un concept qui permet de régler une situation. Laquelle? Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des coups d'État constitutionnels et des coups d'État électoraux qui ne sont malheureusement pas pris en compte par les mécanismes mis en place par les institutions communautaires comme la CEDEAO. Lorsque vous avez un putsch, vous voyez la CEDEAO qui débarque, c'est les sanctions, embargo, et c'est extrêmement difficile pour tout le monde, surtout pour les populations qui n'ont rien demandé. Mais lorsque vous avez un coup d'État constitutionnel, lorsque vous avez un coup de force électorale, comme c'est souvent le cas dans plusieurs pays, et il faut aussi se dire que c'est souvent le cas de toilettage des constitutions, des élections qui sont truquées, Vous savez, nous avions sorti un rapport en 2020 qui a démontré que l'élection présidentielle de 2020 s'était très mal déroulée dans notre pays, avec beaucoup de dysfonctionnements. Donc, depuis 2005, je pars de là, le décès du président Yadema, les militaires qui apparaissent à la télévision, des élections qui se passent dans des conditions extrêmement difficiles, d'abord en 2005 avec des centaines de morts, ensuite en 2010, en 2015, en 2020, où franchement on ne peut pas dire que le Togo a constitué un modèle en termes d'organisation d'une élection. Voilà donc autant de situations qui font que les jeunes se disent, ou les populations en général se disent, mais si c'est à la démocratie qu'on nous sert, donc on n'en veut plus. C'est pour ça que les populations saluent tout à fait ces putschs en se disant que nous avons vécu une vraie désillusion démocratique. Si les putschs peuvent permettre de renverser la table et de remettre en place un autre ordre, pourquoi pas? Et donc nous nous disons, pour mettre fin à ces coups d'État constitutionnels et ces coups d'État électoraux qui ont tendance tout simplement à permettre à un régime en place à se pérenniser, en fait c'est ça. Je suis
au pouvoir, je ne veux pas quitter le pouvoir, et donc à un moment donné, même si la Constitution dit que c'est limité à 2 mandats, je change une virgule dans la Constitution, j'ai dit que c'est une nouvelle Constitution, donc c'est une nouvelle République, donc je remets les compteurs à zéro. Ou alors je décide de trafiquer les élections, certains ont parlé de vrai braquage électoral, et c'est la situation que nous vivons dans beaucoup de pays. Donc pour y mettre fin, puisque la CEDEAO n'y arrive pas, nous proposons simplement à ce que la CEDEAO finisse par adopter la réforme qu'elle avait voulu faire en 2015. Puis en 2022, c'est la réforme de son protocole additionnel. Et dans cette réforme, la CEDEAO avait voulu inscrire cette disposition qui limite les mandats. Donc je suis au pouvoir. Je fais un mandat, je fais 2 mandats. Même si je trafique la Constitution, même si je trafique les élections, je ne pourrai plus rester, je partirai. Et ça permet déjà de régler une partie du problème. Et ensuite, bien sûr, il faut régler le problème de gouvernance, améliorer la démocratie, comme vous l'avez si bien dit. Et je pense que l'Afrique s'en portera beaucoup mieux. Quel regard portez-vous sur la saga judiciaire au Sénégal avec Ousmane Sonko? On a vu que sa candidature a été rejetée. Hier, la Cour suprême a retenu 9 candidatures sur les 93 déposées. Quelle marge de manœuvre dispose-t-il aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne suis pas avocat de Ousmane Sonko, je ne sais pas exactement de quelle marge de manœuvre. Oui, mais qu'elle avait dit qu'il reste toujours en course. Tout à fait, il reste toujours en course. Manifestement, la loi sénégalaise a prévu des dispositions qui permettent, même dans des situations aussi difficiles... Est-ce que le 20 janvier, il pourrait figurer parmi la liste définitive des candidats qui sont... Je vous donne mon avis d'Africain. J'espère qu'il sera sur cette liste parce que vous avez demandé quel était mon sentiment. C'est un sentiment de déception. J'avoue que la démocratie sénégalaise telle qu'on l'avait connue, je pense qu'elle a reculé. Elle a marqué des pas en arrière et c'est dommage. Le Sénégal a constitué un modèle, même si ce modèle n'était pas parfait, il a quand même constitué un modèle dans la sous-région en termes de démocratie. Et aujourd'hui, on a le sentiment que la justice est devenue un outil de répression aux mains de l'exécutif, comme c'est le cas dans certains pays, et c'est dommageable et c'est regrettable. Okay. Retour au Togo, votre profession, vous êtes chirurgien viscéral, c'est votre spécialité. Depuis des années, on vous a vu au premier plan dans le cadre de la lutte pour les conditions de travail de vos amis. On a vu avec le CENFOT, ce que vous avez fait avec d'autres mouvements de la société civile. Aujourd'hui, globalement, comment se porte le domaine de la santé? Vous avez crié entre-temps que le CHU Sylvanus Olympio n'a pas de scanner, mais depuis 6 mois, le dispositif est là, au grand bonheur de la population. Globalement, les choses s'améliorent un peu dans le secteur de la santé, professeur David Dessert. J'espère en tout cas qu'il y a quelques avancées par-ci, par-là, mais une chose est certaine, c'est que si on prend globalement le système, il est encore très malade. Le système de santé de notre pays est encore très malade. J'en veux pour preuve le rapport d'Amnesty sorti le 31 juillet de l'année dernière, donc 31 juillet 2023, qui expose encore des dysfonctionnements, des insuffisances graves. Je vais citer peut-être quelques exemples. Lorsque Amnesty déclare que dans le CHU Sylvanus Olympio, qui est donc vraiment le premier centre aujourd'hui en termes de référence nationale, vous avez encore des femmes qui, en 2023 en tout cas, accouchent par terre, accouchent sur des matelas au sol, accouchent sur un simple drap à même le sol. Le rapport d'Amnesty fait cas également d'insuffisance grave en termes de ressources humaines. Et moi, je parlerai de pénurie chronique en ressources humaines. En fait, le terme chronique, il n'est pas péjoratif, mais il témoigne d'une situation. Vous avez évoqué le fait que j'étais au CENFOT il y a quelques années. C'est vrai que j'étais à la tête de ce syndicat entre 2005 et 2012. Et pendant cette période, en tout cas, j'avais personnellement fait un focus sur le déficit en ressources humaines, et à l'époque je me souviens que nous avions moins d'un médecin pour 10 000 habitants au Togo, et ce qui est extrêmement grave. Et donc je me suis amusé à regarder les ratios, puisque vous-même vous l'avez dit, il y a des avancées, donc j'ai essayé de voir les ratios pour savoir si on était arrivé à 2 ou 3, 4 médecins pour 10 000 habitants, et je vous assure qu'en 2023 on était encore à moins d'un médecin pour 10 000 habitants au Togo. Voilà donc une pénurie grave en ressources humaines. Là, j'ai donné l'exemple des médecins, aussi bien les spécialistes que les généralistes. Mais si vous prenez les spécialistes, c'est encore plus grave. Donc, une pénurie extrêmement grave, une pénurie
chronique en ressources humaines. Et ce que j'ai tendance à dire aussi, c'est que, vous savez, quand vous vous asseyez dans un bureau, vous pouvez élaborer le plus beau plan qui existe sur papier. Oui. Mais sur le terrain, voilà. Au niveau opérationnel, si vous n'avez pas les acteurs qui vont faire le travail, qui vont mettre en œuvre votre plan, il restera très beau sur le papier, mais ne sera jamais opérationnel. C'est pour ça que vous sabotez entre griffes les plans de l'exécutif? Ouh là là, jamais. C'est notre... nous sommes là pour soutenir, justement. Pourquoi ne pas soutenir votre ministre qui est du corps aussi, professeur Moustapha Ndiawa? Il n'est pas seulement du corps. Moi, il a été mon enseignant. Il a été mon enseignant. Il m'a enseigné la rhumatologie. Et pour moi, c'est un des meilleurs enseignants que j'ai jamais eu. Mais s'il y a un problème au niveau de la santé, il faut avoir le courage de le dire et de le dénoncer pour que les choses puissent s'améliorer. Et je vous assure qu'aujourd'hui, le système de santé est malade. Et en tout cas, en tant que médecin, ou en tant que syndicaliste, ou en tant que citoyen, nous n'avons pas pour objectif de bloquer ou de saboter quoi que ce soit. Nous sommes là pour soutenir et peut-être même faire des propositions. Par rapport à cet État, l'État même est conscient puisque le budget voté pour cette année 2024 a une part belle pour le domaine de la santé. On parle même de la réhabilitation du CHU Sylvanus Olympio, de Cara. Même la construction d'autres centres de santé, ce qui a été annoncé dans le budget 2024, ça veut dire qu'au sommet de l'État, on est conscient et on projette déjà des actions pour ce secteur de la santé. Je crois que ce sont des actions qui sont indispensables et qui s'inscrivent dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Et par rapport à cette couverture sanitaire universelle, il faut rappeler que c'est un objectif mondial. Le Togo n'est pas le seul pays qui réfléchit à comment mettre en place. Ce n'est pas un trophée de guerre pour nous? Non, ce n'est pas un trophée de guerre, c'est un objectif mondial. Et quand vous voyez les pays de la sous-région, je pense que le Togo est même un peu en retard. Je pense que le Bénin a déjà lancé son processus depuis 2011. Si je ne me trompe, j'ai pris le cas du Bénin parce que c'est le pays juste à côté. Je crois que le Bénin est engagé dans ce processus depuis 2011, si je ne me trompe. Bon, nous y entrons progressivement depuis quelques années et de plein pied peut-être là en 2024. Donc mieux vaut tard que jamais. Alors bien sûr qu'il faut réhabiliter le CHU Sylvanus Olympio parce qu'aujourd'hui en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, je ne parle même pas des ressources humaines. Pour moi c'est une autre calamité, mais en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, nous avons énormément de retard à rattraper. Vous avez cité le cas du scanner, on est resté pendant peut-être plus de 5 ans sans scanner, c'est inadmissible. Aujourd'hui si on a un scanner, faut pas se bomber le torse parce que franchement c'est comme si voilà, vous avez été tellement en retard, vous commencez à rattraper les autres, vous commencez à bomber le torse et à taper du... Non, il faut surtout pas. Faisons les choses calmement. Avançons, essayons de rattraper le retard, essayons de rectifier les dysfonctionnements au niveau du système de santé et faisons en sorte que la santé soit cette priorité que nous appelons tous de nos voeux. Voilà. Et l'assurance maladie universelle est effective depuis le 1er janvier de cette année 2024. Il y a des débats autour de ce mécanisme de l'État. L'État même a fait des débats sur le sujet, mais globalement c'est comme si les citoyens ne sont pas réellement sensibilisés sur le fonctionnement de ce mécanisme-là. Est-ce que vous pensez qu'on communique peu? Le mécanisme est mal compris. Globalement, comment peut-on mener ce mécanisme pour que ça soit profitable pour la population? Donc, en tout cas, ce que j'ai dit tantôt, je le répète, c'est que c'est un objectif qui est mondial. Faire en sorte que vraiment, dans tous les pays, les populations soient le plus protégées possible par rapport justement à des ennuis de santé. Donc le Togo n'est pas du tout une exception. Nous sommes plutôt en retard par rapport à certains pays voisins. Les conditions de faisabilité. Maintenant, nous sommes en train d'entrer, mais il y a, bon, je dirais que c'est presque normal, je vais être gentil en fait, que c'est presque normal quand on se lance dans un processus nouveau qu'il y ait des ratés. Et des ratés, il y en a. Moi, je vais déjà donner un exemple. C'est lorsque le 18 décembre 2023, la Caisse nationale de sécurité envoie un document
aux différentes sociétés en leur demandant de faire les prévisions adéquates pour 2024, parce qu'à compter du 1er janvier 2024, donc vous imaginez des sociétés sérieuses qui depuis 3 mois ont déjà élaboré leur projet de budget pour 2024, reçoivent à 12-13 jours de 2024 une note leur demandant de faire des prévisions, alors que les gens ont déjà fait leurs prévisions depuis, en se basant bien sûr sur les taux qu'ils pratiquaient depuis. Et donc voilà, je ne sais pas comment, moi je suis pas responsable, je suis pas directeur de société, mais je me demande comment est-ce que les responsables de ces sociétés ont pu corriger, rectifier le tir, en sachant que les budgets étaient déjà élaborés depuis plusieurs semaines, voire depuis quelques mois, et on leur demande à 2 semaines de 2024 de revoir leur budget. Je ne sais pas comment les directeurs de société ont fait. Maintenant, il semble qu'on va entrer dans ce processus. Oui, progressivement. Progressivement, il y aura certainement des grincements de dents. Je pense qu'il faut le dire clairement aux populations. C'est peut-être pour ça également qu'en termes d'information... Pour certains, comme annoncé, ils se disent que bon, le 1er janvier, je me présente dans le centre de santé, je vais bénéficier quand même des prestations de soins. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore les carnets ni les cartes. Globalement, bon, il y a certains qui se demandent, mais à quand réellement l'effectivité dont on parle? Je pense que, je n'en suis pas sûr, hein, mais je pense que le gouvernement a prévu que l'effectivité, comme vous le dites, se fasse à partir du second trimestre de l'année. Donc le premier trimestre pour mettre un certain nombre d'éléments en place. Les cotisations qui commencent bien sûr depuis le 1er janvier, mais l'effectivité des soins, de mon point de vue, si j'en crois ce que j'ai retenu comme information, ce sera à partir du 2e trimestre de cette année. Donc, comme vous l'avez dit, en termes d'information, il y a certainement encore des efforts à faire, mais je pense que le gouvernement a essayé d'expliquer en disant qu'il fallait d'abord expliquer aux partenaires les tenants et les aboutissants de ce processus avant d'en arriver à des informations aux populations. C'est ça. Le Togo a un double scrutin cette année sur le gouvernement. Les législatives régionales vont se tenir au plus tard le 31 mars de cette année 2024. Mais depuis ce moment, professeur David Dossé, on vous voit un peu en recul par rapport à l'actualité politique avec votre JMC, le grand mouvement citoyen pour la refondation. Tout à fait. Vous savez, il y a des moments où il faut, comme vous l'avez dit, marquer un recul, parce que ça permet d'être dans la restructuration, d'être dans les contacts avec les partenaires, d'être dans les discussions, d'être dans l'élaboration des stratégies. Il y a également un temps où on peut sortir et revenir vers les populations et expliquer un certain nombre de choses. Le fait que nous ne soyons plus au devant des médias ne signifie pas qu'on ne travaille pas. Sachez par exemple que nous étions en réunion la veille de Noël, nous étions en réunion le 26, et il y a même eu des rencontres, comment je vais dire, enfin en petit groupe, le jour de Noël. C'est pour dire en tout cas que le travail continue de se faire, les réflexions continuent, les échanges, les discussions avec les partenaires se font, mais ça ne peut pas se faire. Qu'est-ce qu'on peut retirer de toutes ces discussions par rapport à l'actualité politique du pays, aux élections qui arrivent? Voilà, donc vous l'avez dit, le GMC n'est pas une alliance électorale. Je pense que ça c'est important de le préciser, de le rappeler, parce que pour beaucoup, le GMC est né juste avant les élections. Ça veut dire que c'est un groupement qui est en train de se préparer avec le professeur Dossé pour aller aux législatives, etc., etc. Personnellement, vous ne verrez mon nom sur aucune liste, par exemple, pour les élections législatives. Nous avons... Et régionales? Oui, c'est ce que je dis, c'est les élections couplées, ni régionales, ni... Parce qu'en 2020, on a quand même eu des échos sur lesquels vous prétendez diriger le PP en 2000, aux élections présidentielles prochaines, on vous verra. C'est un vœu pour ma personne, c'est quoi? Non, revenons sérieusement. Alors, je disais donc que vous nous avez demandé ce que nous avons pu obtenir. Nous avons travaillé énormément sur comment soutenir les entités qui désirent aller aux élections, à se présenter ensemble et à mutualiser leurs forces pour avoir plus de chances de succès aux prochaines échéances électorales. Et je puis dire que ça a été difficile. On connaît comment ça se passe dans le pays. On sait que lorsqu'il y a des élections, il y a des intérêts majeurs qui sont en jeu. Et lorsqu'on parle d'alliance, lorsqu'on parle de coalition, je pense que cela suppose de la solidarité, mais cela suppose également beaucoup de sacrifices. Il faut se consentir à un sacrifice pour le bien de l'ensemble, pour le bien du groupe. Et tout le monde n'est pas toujours disposé à ce genre de sacrifice. Donc les discussions ont eu lieu
Elles n'ont pas été faciles, elles ont été longues, elles ont été laborieuses, mais elles ont permis, je crois, à la fumée blanche de sortir. Et je pense que dans les prochains jours, on pourra annoncer certainement qu'au niveau du GMC, il y a une alliance qui est née pour les élections, dont je ne fais pas partie, parce que le GMC n'est pas à la base une alliance électorale, mais nous avons soutenu les entités qui veulent aller aux élections, et nous avons pu obtenir que, de façon consensuelle, que ces entités se mettent ensemble pour aller à ces élections. Madame, monsieur, c'est le temps de marquer la pause avec notre invité, professeur David Dossé, le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, coordonnateur du GMC. On revient pour évoquer la suite. Quelle lecture fait-il de probable augmentation du nombre de députés à 117, comme annoncé au niveau des travaux du CPC? On va évoquer aussi l'incendie du marché d'Agoya-Sieyé et les premiers résultats qui sont connus grâce au procureur de la République. Commerçants, industriels, prestataires de services. Très bientôt auront lieu les élections des membres de votre assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Vous êtes immatriculé au registre du commerce et du crédit immobilier RCCM. Vous disposez d'une carte CFE. Vous êtes en règle avec les administrations fiscales, sociales et à l'égard de l'organe chargé de la régulation et du contrôle de la commande publique. Vous ne faites pas l'objet d'une procédure de faillite. Du 15 décembre 2023 au 14 janvier 2024, inscrivez-vous sur la liste électorale dans les bureaux de préfecture et au siège de la CCI Togo à Lomé en vue de participer à ces élections consulaires. Voter pour vos représentants, c'est participer au développement de vos activités économiques. C'est exercer votre droit et devoir civique. Pour toute information utile, veuillez contacter la commission électorale consulaire au +228 91 29 36 24 ou au 70 39 60 47. Chez Sanlam, nous croyons que chaque trajet doit être une aventure vécue en toute confiance. Chaque fois que je prends le volant, je sais que je suis entre de bonnes mains avec Sanlam. Leur assistance gratuite est là pour moi, 24 heures sur 24. Et David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, coordonnateur du Grand Mouvement citoyen pour la refondation, lancé le 3 août 2023, qui regroupe des partis tels que l'FDR, le PSL, l'UDS Togo, Santé du Peuple, les organisations de la société civile, des personnalités de la société civile, dont Maître Zusata Javon, professeur Goyakwe et d'autres figures. Professeur Kwakouvi. Oui. Professeur Kwakouvi, Magoual Kwakouvi aussi est dedans. Au-delà de tout, c'est vrai qu'aujourd'hui les choses se préparent. Vous allez soutenir toutes ces formations politiques qui veulent aller à ces élections. Mais le débat a tellement évolué sur ces élections avec les travaux au niveau du cadre permanent de concertation. Le code électoral sera modifié. Le nombre de députés pourrait passer de 91 à 117. On nous dit que c'est pour corriger l'éternel problème du découpage électoral. Comment le GMC, quelle analyse vous faites de ce changement, s'il advient? Permettez-moi de rappeler que déjà le Front citoyen Togo Debout a profité de la Journée mondiale de la démocratie, des droits de l'homme, donc le 10 décembre, pour adresser une requête à la CNDH pour évoquer justement cette inégalité en termes de représentativité. Nous nous sommes basés sur le travail de l'ANC qui a démontré encore une fois que en fonction de la région où on se situe, on est soit privilégié, soit lésé vis-à-vis d'autres Togolais qui sont dans d'autres régions. Et je pense que cela n'est pas acceptable au plan de la Constitution, au plan de l'équité, au plan de l'égalité. Cela est inacceptable que certains Togolais soient moins représentés que d'autres au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc nous avons, comme je l'ai dit, adressé, donc le Front citoyen Togo Debout a adressé une requête à la CNDH. Et nous avons reçu une réponse de la CNDH qui a pris en compte la requête du Front citoyen Togo Debout et qui a adressé, sur la base de cette requête, qui a adressé un courrier au gouvernement togolais. Nous avons également écrit aux religieux, la conférence des évêques du Togo, voilà, l'église catholique, l'église protestante, les musulmans, pour ne pas dire les frères musulmans, donc les musulmans. Et nous avons également évoqué le problème de cette inégalité en termes de représentation nationale
Et nous avons également évoqué les autres problèmes en lien avec les droits humains au Togo. Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire que j'ai été vraiment surpris de voir que si on tient compte de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui contient à peu près une trentaine d'articles, nous avons passé en revue cette DUDH et nous nous sommes rendus compte qu'au moins une vingtaine d'articles sont foulés aux pieds par l'État togolais dans ses pratiques, détention arbitraire, etc., corruption. Au moins 20 articles parce que sur 30. Dans cette lettre-là, vous parlez aussi du versement de sang, de l'impunité, de la corruption, et surtout, vous parlez d'une mise en garde pour ces élections-là. Tout à fait. Voilà, effectivement. Mais ce n'est pas aller trop vite, aller en besogne. Non, ce sont des constats qui ont été à chaque fois étayés de faits que nous connaissons tous dans notre pays. Lorsqu'on a évoqué la question de la corruption, ce n'est pas l'opposant d'Ossé qui parle, c'est sur la base d'indicateurs qui sont issus des données mondiales sur le Togo. Les données mondiales ont démontré que le Togo, malheureusement, n'a pas amélioré sa situation par rapport à la corruption. Et que le Togo se situe... Mais vous avez suivi la directe déclaration du président de la Plucia, que ceux-là qui ont détourné les fonds commencent à rembourser petit à petit. Vous savez, entre des déclarations d'intention et de vrais actes posés, il y a encore une grosse marge. Et il est temps vraiment que le Togo prennent le problème de la corruption de façon plus sérieuse. Il y a des mécanismes qui ont été inventés, vous avez parlé de la Plucia, il y a d'autres mécanismes qui ont été mis en place, mais les faits sont là. Nous avons pris les données mondiales de 2006 à 2023 et on a constaté simplement que le Togo n'a pas bougé, n'a pas amélioré sa situation par rapport à la corruption. Donc tous ces éléments étaient contenus dans la lettre que nous avons envoyée. Qu'est-ce que vous demandez aux religieux concrètement à travers cette lettre? D'abord, qu'ils soient conscients de cette situation. Je pense que la Journée mondiale des droits humains nécessite qu'on fasse un recul sur l'état de la nation et qu'on voit l'état de la nation par rapport justement aux droits humains. Et nous avons ensuite demandé aux religieux, en tout cas, de faire en sorte que, pour ce qui concerne les détenus politiques, où il y a eu des efforts qui ont été consentis par beaucoup de personnes, par beaucoup d'entités au plan national et au sein de la diaspora pour leur libération, que les religieux prennent leur bâton de pèlerin et qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire pour obtenir la libération de ces personnes. Et notre souhait était que ces personnes puissent être libérées et fêtées en famille lors des fêtes de fin d'année 2023. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. J'espère simplement, nous n'avons pas eu de réponse, ni des musulmans, ni des catholiques, ni des protestants, nous n'avons pas eu de réponse, mais j'espère simplement que notre lettre sera prise en compte. Ils n'ont pas besoin de nous. Une façon de vous de décrisper un peu l'atmosphère avant ces élections. Ce serait une très bonne chose. J'espère vraiment que... On avait une grâce présidentielle, qui concerne plus de 900 absolument. Vous savez, les religieux, ils ont cette aura respectable. Et je pense que, fort de cela, ils peuvent reprendre leur bâton de pèlerin et faire en sorte d'obtenir la libération de ces détenus politiques. Ça fait trop longtemps que ces personnes sont enfermées. Nous avons rencontré certaines familles de détenus lors de la période de fête de fin d'année. Nous avons encore discuté et certains nous ont dit, vous savez, c'est Dieu qui est le seul arbitre. Ils ont décidé de les garder. Nous avons parcouru tous les endroits possibles du pays pour obtenir la libération. Ils refusent de les libérer. Nous laissons tout à Dieu. C'est dur. Je vous assure que c'est dur pour ces familles. Et donc, je le dis sur votre antenne ici, c'est encore un appel aux religieux pour qu'ils se... Je suis convaincu qu'ils sont en train de le faire déjà, mais qu'ils y aillent peut-être de façon plus accrue, qu'ils y aillent ensemble, pas de façon cloisonnée, que les musulmans fassent ce qu'ils peuvent de leur côté, que les catholiques fassent ce qu'ils peuvent de leur côté, mais qu'ils se mettent ensemble, qu'ils aillent ensemble, absolument, et qu'ils obtiennent la libération des détenus politiques avant les prochaines échéances électorales. Par rapport à ces élections, c'est vrai que dans d'autres pays, on a vu aussi le rôle des organisations civiles, mais aujourd'hui au Togo, après la présidentielle de 2020, on a l'impression que vous avez aussi au niveau des ESC subi le même sort que les partis politiques, le silence assourdissant, l'agonie totale dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Ça donnerait quand même raison à certains qui disaient que vous êtes l'ampédiste de ces partis politiques-là. Donc quand ils prennent un coup, ça rejaillit sur vous directement. Pourquoi ce silence aussi aux côtés des ESC? Alors,
vous avez parlé d'agonie. Je ne sais pas si on est agonisant. Je l'ai dit tantôt. Bon, nous avons... médecin même. Une chose est certaine, c'est que le pouvoir met tout en œuvre pour limiter le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de réunion, le droit à la liberté d'association. Ça, il faut le savoir, il ne faut même pas se cacher, c'est une évidence. Et le dernier exemple que je donnerai, c'est lorsque vous avez l'Union européenne qui lance un projet, des organisations de la société civile qui répondent à cet appel à projet et qui obtiennent donc effectivement qu'il puisse y avoir un projet qui porte sur la liberté, nous l'avons appelé la liberté d'association, de réunion, d'expression. Donc des organisations de la société civile qui obtiennent à l'Agora Senghor, vous êtes informés, c'est bien, qui doivent travailler sur un tel projet qui permet au Togo de consolider son processus démocratique en renforçant la liberté d'association, de réunion, d'expression. Et le jour du lancement d'un tel projet, qu'on reçoive un coup de fil d'un ministre. Toutes les conditions quand même. Lesquelles? Est-ce que la tenue de cette réunion... Vous imaginez, pensez-vous que l'Union européenne, alors je ne vais même pas parler de nous, mais pensez-vous que l'Union européenne, qui est quand même un partenaire sérieux... Quelle autre raison avancée par le pouvoir pour... Pensez-vous que l'Union européenne, qui est un partenaire sérieux, va accepter de soutenir un projet avec des associations qui ne sont pas des associations sérieuses? Je ne pense pas. Et donc, vous imaginez, je finis donc ma phrase en disant que vous imaginez que ce jour-là, en présence des partenaires, que l'État togolais prenne la décision d'interdire le lancement d'une telle activité. Donc ça prouve tout simplement le fait que cet État a décidé d'enfoncer le clou, de serrer les vis et de faire en sorte que la restriction de l'espace civique continue. Et cela explique simplement ce que vous avez appelé l'agonie de la société civile, le fait qu'il y ait ce silence assourdissant. Mais cela ne signifie pas qu'on ne travaille pas. Et sachez qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, des choses qui sont en train de se préparer, mais qui ne peuvent pas se faire devant les médias à chaque fois. Mais j'espère que le moment viendra où on sera en mesure de dire que voilà ce que nous avons fait pendant que l'État était en train de serrer les vis. Voilà ce que nous avons fait avec les jeunes sur le terrain pendant que l'État était en train de nous empêcher de tenir des meetings. Voilà ce que nous avons fait pour soutenir nos jeunes et j'espère qu'un jour tout cela portera des fruits. Okay. Au niveau du parti présidentiel, tout est fait prêt, même si il y aura élection demain. UNIR est prête pour aller. Déclaration de la vice-présidente du Grand Lomé, Madame Mounatou Ibrahima. Est-ce qu'au niveau des ESC, des partis politiques qui sont aussi avec le GMC, tout est fait prêt? Tout est fait prêt. Je pense que UNIR a dit que tout est fait prêt à leur niveau. C'est leur droit de le dire. Je pense qu'au niveau des partis politiques d'opposition, je ne parle pas simplement du GMC, il y a également un travail qui est en train de se faire. Je ne pourrais pas dire qu'ils sont totalement prêts, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Il faut encore aller sur le terrain en espérant que le jeu démocratique sera cette fois-ci ouvert et qu'on permettra à chacun d'aller où il veut. Parce qu'on a vu des formations politiques à l'intérieur du pays être empêchés de mener des actions. Donc c'est toujours très facile, hein, vous savez, vous mettez toutes les chances de votre côté et lorsque vous avez votre adversaire qui est là, que vous empêchez de rencontrer les populations, que vous empêchez même des rencontres avec les populations, mais bon, le Togo n'est pas une démocratie, nous le savons, c'est comme ça dans tous les pays où les processus sont de vrais processus antidémocratiques. Mais il faut faire avec, et je pense qu'il ne faut pas se décourager. Les partis politiques d'opposition ont décidé d'aller aux élections législatives. Nous les soutenons, nous pensons qu'il ne faut pas boycotter ces élections législatives. Qu'est-ce qui sera obtenu à la fin? Je ne le sais pas, mais il faudra se battre. Il faudra demander aux populations de se mobiliser encore et encore, parce qu'il y a plusieurs élections qui se profilent à l'horizon, législatives, régionales et bien sûr la présidentielle l'année prochaine. Et tout cela nécessite bien sûr la mobilisation populaire. Et si on n'a pas la mobilisation, on n'aura absolument rien. Donc il faut que les citoyens ne se découragent pas. Nous avons appelé
au changement et le changement va se faire avec les populations. Ok, c'est vrai que l'État avait même annoncé la tenue de ces élections l'année passée, mais aujourd'hui c'est le premier trimestre et l'Assemblée actuelle est arrivée aussi à la fin de son mandat le 31 décembre dernier. 3 mois de vide ou bien de parenthèse. Pour certains d'entre vous, ils pensent que ce pouvoir n'est pas légitime aujourd'hui parce qu'il tire sa légitimité de l'Assemblée nationale qui est aussi en fin de mandat. Doit-on parler d'un vide constitutionnel, comme le disent certains OSC? Je pense qu'à juste titre, s'il y a des OSC qui évoquent le vide constitutionnel, c'est à juste titre. Mais le Togo, cela n'empêchera pas ce Parlement de continuer d'exister, cela n'empêchera pas l'exécutif d'avancer, et donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Même s'il faut le dénoncer, bien sûr qu'il faut le dénoncer, je suis totalement d'accord, je suis en accord avec les OSC qui le dénoncent, il faut le dénoncer, c'est inacceptable. Je ne sais pas, on nous annonce des élections en 2023, et puis on ne dit rien, pas de chronogramme, et puis finalement on nous dit que ce sera au premier trimestre de 2024. J'espère que cette fois-ci, ces élections auront lieu, et qu'on ne va pas se retrouver au soir du 31 mars, en se disant, mais finalement, quand les prochaines élections. Ah oui, absolument. Okay. Le cycle infernal de l'incendie des marchés au Togo, après 2023, le 21 décembre dernier, c'est le grand marché d'Agoé Assis aussi qui est parti en fumée. 3 quarts de cet édifice est parti dans un incendie qui serait d'origine électrique selon les premières enquêtes du procureur de la République. Vous êtes satisfait de ces premières enquêtes? Je pense qu'il faut attendre les résultats définitifs pour se prononcer, mais au-delà des responsabilités réelles, parce que nous avons entendu des choses, des femmes qui ont évoqué des situations qui impliqueraient des hommes en uniforme. C'est ce que j'ai entendu, je n'en dis pas plus parce que je n'ai aucune preuve. Mais au-delà de ça, ce que je trouve étonnant, c'est que, après ce que nous avons connu à Lomé, après ce que nous avons connu à Kara, qu'on puisse vivre encore de tels événements. Un incendie peut survenir n'importe où. Ça veut dire qu'on n'apprend plus... mais c'est ça, on n'apprend pas des erreurs du passé. Est-ce qu'on a prévu un plan incendie pour un tel marché? Si on a prévu un plan incendie, comment est-ce qu'on comptait mettre en œuvre ce plan incendie? Les véhicules qui devaient arriver pour éteindre les incendies, est-ce qu'ils avaient un parcours prévu? Est-ce qu'ils avaient la possibilité d'entrer dans le marché, etc., etc. Est-ce qu'il y a des extincteurs? On a l'impression que demain, il pourrait y avoir encore un autre marché qui va partir en fumée, tout simplement parce que, bon, on n'apprend pas des erreurs du passé. Moi, c'est ça qui me sidère, au-delà de ce que le procureur a dit. Donc, j'espère en tout cas que cette fois-ci, avec ce qui s'est passé au marché d'Agoé-Assis, on prendra des dispositions pour que, même s'il y a, bien sûr, s'il y a un marché digne de ce nom, qu'on mette en place un petit plan incendie digne de ce nom, au moins des extincteurs. Ça, c'est là où c'est le moindre. Ok, on va prendre des auditeurs 2-3 pour boucler l'émission. Monsieur Pelé, vous êtes déjà là. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé, meilleurs vœux. Je pense que vous pouvez parler aussi sur le quand vous avez dit, vous sortez sur la limitation du mafia, moi, ce n'est pas ma préoccupation, c'est le dit aujourd'hui, c'est la transparence des élections. À une transparence des élections, on ne parlera même plus de limitation des mandats. Parce que si les élections se font, comme la CID ne peut pas gagner les élections. Et le fait, tout le monde le fait, c'est pourquoi ils sont ici avec le peuple. Mais aujourd'hui, le peuple est de lui. Personne ne parlera d'un leader. Il n'y a plus quelque chose de leader comme le peuple va attendre un leader de venir. Non. Le peuple n'a qu'à penser que c'est un mec. C'est tout. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Pelé. Richard, bonjour. Richard, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, Richard? 92 02 80 63 110 90. Ça va, Richard? Bonjour. Oui, je suis là. Ok, il y a beaucoup de bruit autour de toi. Diminue un peu le volume de ton pour ce récepteur.
Oui, allez-y, Richard. Ah, quelques soucis, Richard. Il faut nous rappeler parce qu'on a du mal à vous écouter. Auditeur, bonjour. Bonjour, mon grand professeur David Dosset. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur Joaquin. C'est Judas, Papa Sibiti. Vous avez les mêmes voix. Vous savez, le professeur David Dosset est né professeur d'abord. Vous voyez, son audition, sa voix forte et à présent. Vous savez ce que je voudrais vous dire quand je vous entends, je vous écoute très fier. C'est que vous luttez, pourquoi je vous aime? Parce que vous luttez pour l'amélioration des conditions vitales des Togolais. Vous ne voulez pas parler pour vous-même, même pour les. Mais le président de la République, notre président, lui aussi, je voudrais vous demander, vous prier de tout faire. Vous savez, le Togo est un indivisible. Dedans, il y a des bons, des pauvres, des méchants. Vous-même, vous savez, continuer en tant que professeur. Mais, c'est tout. Au Bonini, nous n'avons pas quoi président. Vous devez me coller. Nous avons Togo vieux là pour. Excusez-moi de parler bien. Mais nous avons Togo vieux pas ça là pour. Parce qu'on est où on entend. C'est un député à l'étudiant, n'est pas. Non, faut pas, soyez dans le débat, faut pas appeler notre le député à l'épi. Ok, vos admirations à notre invité du jour. Merci beaucoup. C'est Papa Sibiti qui boucle les réactions téléphoniques. Professeur David, c'est vrai qu'on l'évoquait, il faudrait qu'on apprenne des erreurs du passé. Ce qui s'est passé à Kara, à Lomé, on a appris à Nukopé, d'autres marchés aussi qui ont pris feu. Sur les 10 ans, on a connu une série d'incendies de marchés et ce qui est arrivé le 21 décembre dernier à Guyassié laisse perplexe bon nombre de Togolais. On se demande est-ce que on prend les dispositions, est-ce que ce marché a quand même les bouches d'incendie. Aujourd'hui on nous dit que bon, cet incendie est d'origine électrique parce que les cache-pas ont été mal montés. Chaque commerçante vient avec son intuition du quartier, ce qui fait que bon, on ne contrôle pas le voltage. C'est ça, je pense que je n'ai rien à ajouter, tout a été dit. Oui. C'est déjà arrivé une fois et on sait ce que ça a coûté en termes financiers, en termes de vies humaines. Les gens sont partis. Les gens sont décédés, les gens sont traumatisés à jamais. Des familles entières ont été traumatisées à jamais. Ça s'est passé à Kara et on se dit c'est tellement grave que plus jamais ça dans notre pays. Au moins, même si ça devait survenir, comme vous l'avez dit, il y a des dispositions qui sont prises pour minimiser l'impact, les risques et l'impact si jamais ça survient. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les choses se sont passées, mais bon, on a vu passer, puis voilà quoi. Aucune prévision, et c'est ça que je trouve totalement effarant. J'espère que les femmes, les hommes qui sont dans les marchés, au-delà des tickets qu'ils payent tous les jours, auront la possibilité maintenant d'exiger d'avoir un véritable plan incendie. Peut-être que le marché d'acier... Vous lancez un appel aussi aux mairies, certaines mairies qui contrôlent ces marchés aussi. Mais il faut absolument qu'on nous dise clairement ce qui est prévu pour les grands marchés du pays, du Togo, de Lomé et de l'intérieur du pays. Parce que on aurait pu faire confiance en se disant c'est déjà arrivé à Lomé, c'est déjà arrivé à Kara, c'est sûr que les dispositions sont prises partout désormais. Mais aujourd'hui on se rend compte que ce n'est pas le cas et il faut pouvoir mettre le doigt sur le problème pour en être convaincu. Donc exiger que ce soit des mairies, que ce soit des entités qui gèrent les marchés, PAM, voilà, etc. Qu'on nous dise pour le marché de Yanawé, si jamais ça devait survenir, quelle est la responsabilité, voilà, exactement, etc. Parce que les mairies, par rapport aux intervenants, on va aller rapidement pour M. Pelé. Aujourd'hui, lui, il ne fait pas de limitation de mandat. Son problème, c'est la transparence des élections. Il ne varie pas dans son raisonnement et je respecte ce qu'il dit. Mais ce que je dis aussi à chaque fois pour répondre à M. Pelé, c'est que pour nous, en fait, la limitation des mandats n'est pas synonyme de démocratie. Au-delà de ça, bien sûr, il faut améliorer les élections, etc. Mais nous sommes convaincus qu'il est beaucoup plus difficile si on se tient à l'échelle communautaire.
d'obtenir la transparence électorale que d'obtenir la réforme avec la disposition qui limite les mandats. Vous avez aussi les admirations du papa Sibiti qui demande de l'humilité pour vous d'aller rencontrer le chef de l'État parce que le Togo, c'est pour nous tous. J'espère que ça va se faire parce que papa Sibiti à chaque fois me fait me donne ce même conseil, cette même suggestion et je pense que je l'ai entendu. Papa Sibiti, je l'ai entendu, j'en tiens compte, j'espère que... En fait, je pense que c'est peut-être le chef d'État qui doit nous inviter plutôt que l'inverse. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'espère qu'on aura l'occasion un jour d'évoquer les problèmes du pays à un très haut niveau et d'obtenir des avancées. Il faut qu'on sorte de cette situation. On a le sentiment que le Togo c'est une monarchie. On parle de la plus vieille monarchie d'Afrique et je pense que c'est inacceptable. Au-delà de ça, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. David Dossé, quel mot avez-vous à l'endroit de vos collègues de la santé dans l'exécution de l'assurance maladie universelle pour la classe politique de l'opposition à l'oreille de ce double scrutin? Bon, déjà à l'endroit de tous les Togolais, vraiment beaucoup de santé parce que c'est le plus grand des trésors. Et j'en sais quelque chose quand on commence à avoir des ennuis de santé, ce que c'est. Donc beaucoup de santé, gardons espoir, gardons foi en l'avenir. Mes collègues, je leur demande, ils l'ont toujours fait, de continuer à œuvrer pour le bien-être des populations. La couverture sanitaire universelle, c'est un objectif mondial. Le Togo est en train d'entrer de plein pied dans ce processus. Nous allons soutenir ce processus, mais nous demandons au gouvernement vraiment de faire les efforts qu'il faut pour améliorer les ressources humaines notamment et faire en sorte que le beau plan qui a été mis en place au niveau du ministère puisse être également mis en place au niveau opérationnel avec les conditions qu'il faut. Merci beaucoup à vous, professeur David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, coordonnateur du grand mouvement citoyen pour la refondation, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup à Ité Messan pour la mise en œuvre, coordination, réalisation, Claudia Ginon. Portez-vous bien sur la chaîne de l'excellence. On n'oublie pas Concours Le Parisien et qui était en direct sur la page Facebook de la radio, le www.victoriafm.com. Bonne journée à toutes et à tous.